Les écrans sont-ils en train de fabriquer des crétins digitaux? La question est provocatrice, c'est vrai, mais c'est le titre d'un livre qui a fait l'effet d'une bombe, La fabrique du crétin digital du neuroscientifique Michel Desmurger. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette analyse pour comprendre ce que la science nous dit vraiment de l'impact des écrans sur le cerveau de nos enfants. Alors, pour bien comprendre sa démarche, il faut partir de là, de cette citation. C'est un peu un cri du cœur, un ras-le-bol. L'auteur en a marre d'entendre tout et son contraire sur les écrans, souvent de la part d'experts, pas si experts, qui embrouillent plus qu'ils n'éclairent. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Parents, enseignants, on est bombardé d'infos contradictoires. Un jour, on lit que les jeux vidéo rendent plus intelligents, le lendemain, qu'ils abrutissent. Alors, au milieu de tout ça, comment on fait le tri ? C'est justement la promesse de ce livre. La première chose que fait Desmurger, c'est un grand nettoyage. Avant même de parler des vrais effets, il s'attaque à tous les mythes qui circulent, et surtout à la façon dont les médias tordent les études scientifiques pour en faire des titres sensationnels. Tenez, un exemple parfait tiré du livre. Imaginez tomber sur ce titre. Jouer à Mario Kart nous prépare réellement à prendre le volant. Incroyable, non? On se dit super, la console c'est l'auto-école de demain. Mais qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière cette affirmation ? Eh bien, en réalité, l'étude était beaucoup plus modeste. On a juste demandé à des gens de garder une balle rouge sur une ligne avec un joystick. Et, sans surprise, ceux qui avaient joué à un jeu de course étaient un peu meilleurs à ce petit jeu de joystick. Rien à voir avec la conduite sur l'autoroute, on est d'accord. Voilà, le fossé est juste énorme. D'un côté, la promesse spectaculaire du média, et de l'autre, la réalité très limitée de l'expérience. C'est ce mécanisme de distorsion que le livre dénonce. On prend un tout petit résultat et on en tire des conclusions gigantesques qui n'ont plus rien à voir. Et pour en finir avec ces mythes, l'auteur sort l'artillerie lourde, les méta-analyses, c'est-à-dire des études qui analysent des dizaines, voire des centaines d'autres études. Et la conclusion de celle-ci, elle est sans appel, il n'y a aucune preuve solide que les compétences acquises dans un jeu vidéo se transfèrent à d'autres domaines de la vie. Point. Bon, maintenant que le terrain est un peu plus clair, on peut attaquer le cœur du réacteur. Quel est l'impact réel, documenté par la science, des écrans sur le développement de l'enfant? Desmurger se concentre sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est le langage, la base de tout, de la pensée, de la communication, de l'apprentissage. Et là, le constat est assez inquiétant. Cette illustration est incroyable. C'est le même livre pour enfants, Le Club des 5, à 2 époques différentes. La version de 1962, le pique-nique marqua une halte agréable dans un cadre champêtre à souhait. C'est riche, c'est précis. La version de 2006, la famille s'arrête pique-niquer en haut d'une colline. C'est plat, c'est simplifié. Pour l'auteur, ce n'est pas un hasard, c'est le reflet d'un appauvrissement général du langage. Deuxième point, et il est crucial, l'attention. On entend souvent que les jeux vidéo, ça muscle l'attention. Mais la vraie question, c'est de quelle attention parle-t-on exactement ? Parce qu'il y en a 2 types. L'attention visuelle, c'est la capacité à scanner un environnement, à réagir vite à un truc qui bouge. C'est l'attention du chasseur-cueilleur ou du joueur de jeux vidéo. Et puis il y a l'attention focalisée, la capacité à se concentrer longtemps sur une seule chose, comme un livre ou un prof, en ignorant tout le reste. L'une, c'est un radar, l'autre, c'est un laser. Et le livre montre que surdévelopper le radar peut vraiment nuire au laser. Troisième impact majeur, et on le sous-estime souvent, le sommeil. Le sommeil, c'est pas juste du repos, c'est un moment absolument critique où le cerveau se nettoie, se répare et consolide les apprentissages de la journée. Et quand on touche au sommeil, tout le reste s'effondre. La liste des conséquences fait un peu froid dans le dos. Moins bonne mémorisation, maturation du cerveau ralenti, chute des résultats scolaires. Mais aussi plus de risques d'obésité, d'impulsivité, d'agressivité. C'est un véritable effet domino. D'accord, mais alors, pourquoi ? Quel est le mécanisme qui explique tous ces effets négatifs ? L'explication principale de l'auteur est à la fois simple et très puissante. C'est la théorie du temps volé. J'adore cette métaphore. Le bouillonnement, c'est la vie de l'enfant. Les discussions en famille, les jeux avec les copains, la lecture d'un livre, les moments à ne rien faire, tout ce qui nourrit le cerveau. Et au milieu de ça, les écrans agissent comme un courant glacial qui vient tout geler, tout stopper et prendre toute la place. Au fond, le message est d'une simplicité désarmante. Pour se développer, un cerveau d'enfant n'a pas besoin d'applications éducatives ou de dessins animés. Il a besoin d'humains, de mots, de regards, de jeux, d'histoires partagées. Chaque heure passée devant un écran est une heure qui n'est pas passée à faire tout ça. Après ce constat qui peut paraître un peu sombre, le livre ne nous laisse pas démunis, bien au contraire. Il propose des balises, des règles très simples, presque de bon sens, pour reprendre le contrôle. Les voici, ces 4 règles d'or. Pas d'écran de matin,
pour que le cerveau se réveille en douceur, pas d'écran le soir, pour ne pas saboter le sommeil, pas d'écran pendant les repas, pour que ça reste un moment d'échange, et enfin, la plus importante peut-être, pas d'écran dans la chambre. Au-delà de ces règles, l'auteur donne aussi un chiffre, basé sur un large consensus scientifique. Pour les plus de 6 ans, pas plus d'1 heure d'écran récréatif par jour. Ça peut sembler peu dans notre monde actuel, mais cette heure économisée chaque jour, c'est plus de 360 heures par an regagnées pour lire, jouer ou juste discuter. Au final, cette analyse nous laisse avec cette question. Une question vertigineuse. Notre cerveau, qui a évolué pendant des millions d'années dans un monde d'interactions lentes et profondes, est-il vraiment bâti pour ce bombardement constant de stimulation numérique? La question reste ouverte et elle nous concerne tous.